la fois au fur et à mesure au webinar, mais on se garde également un temps de questions-réponses en fin de webinar pour garder ça le plus interactif possible et pouvoir échanger avec vous. C'est l'objectif aujourd'hui. Voilà, donc je commence tout de suite avec la thématique du jour, qui est donc de placer les managers au cœur de votre succès. Alors, c'est parti, on commence. Donc, bonjour, on se représente en 2 mots. Donc, David, je t'en prie, je te laisse te présenter. Donc, je suis David Yocho, je suis directeur général en charge du produit et du succès des clients chez Zest, que je vais avoir le plaisir de vous présenter très vite. Oui, absolument. Et donc, moi, je suis Leslie Tedgui, je suis directrice marketing chez MoveOne et je m'occupe notamment de toute la partie contenu et de toute la réflexion justement sur le rôle des managers et leur place dans l'entreprise. Donc, on est ravis de vous parler de ce sujet ô combien important aujourd'hui. Donc, David, je te laisse nous présenter un petit peu Zest. Alors, merci de donner cette opportunité. Donc, Zest est une société qui s'est créée avec une mission qui est d'aider l'ensemble des collaborateurs et des équipes dans les organisations pour qu'elles se sentent plus engagées et plus performantes au travail. Donc, une belle et noble mission sur laquelle on imagine bien que le manager a un rôle important. Et c'est l'intérêt de ce sujet aujourd'hui avec vous. Concrètement, on offre une solution digitale qui est une espèce d'aire de jeu, de boîte à outils pour les équipes, les RH et les managers pour traiter les sujets, les objectifs d'engagement et de performance au travail. On a le plaisir d'avoir plus de 100 clients et aujourd'hui 22 talents composent Zest. Super. Magnifique, merci pour cette présentation. Moi, je vous présente également MoveOne. Alors, MoveOne, pour ceux qui nous connaissent, notre mission, c'est de libérer le potentiel des managers pour transformer l'entreprise. Et on le fait grâce à notre solution digitale de coaching qui propose à la fois un accompagnement individuel et collectif, le tout en visioconférence. Donc, aujourd'hui, en quelques chiffres, MoveOne, c'est plus de 3500 managers accompagnés, plus de 150 clients grands comptes, plus de 3 ans d'expérience, donc on va fêter d'ailleurs nos 4 ans en juillet 2019, et plus de 25 collaborateurs qui sont engagés justement dans cette mission au quotidien. Donc en fait, avec Zest, on se rejoint sur plein d'aspects et on essaye vraiment de travailler sur l'expérience que les collaborateurs, que les managers peuvent avoir dans leur environnement professionnel. Et on va rentrer dans le vif du sujet pour en parler justement aujourd'hui. Alors, la thématique du jour, en fait, c'est comment replacer les managers au cœur de vos succès dans votre entreprise. Je sais qu'aujourd'hui, il y a principalement des personnes dans le secteur RH qui sont avec nous, donc on est ravis de vous accueillir. On connaît bien, aussi bien David que moi, vos problématiques, et donc on a envie de parler justement un peu de la population managériale qui a des enjeux qui sont très spécifiques et qui vivent une période pas toujours facile. On va le voir tout de suite. D'abord, le premier constat en fait, qu'on veut poser aujourd'hui, c'est de dire que les managers sont au cœur de la transformation des entreprises. En fait, les études montrent que l'implication et la compétence des managers sont parmi les facteurs les plus déterminants pour la réussite d'une transformation d'entreprise. Donc, je ne reviens pas sur la notion de transformation. Aujourd'hui, toutes les entreprises se transforment. Elles ont des challenges qui viennent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, avec des collaborateurs qui veulent autre chose, qui attendent autre chose de l'entreprise, qui ont besoin d'avoir du sens, qui ont besoin d'être engagés, et avec un marché qui s'accélère énormément, qui se mondialise, avec un time to market qui est beaucoup plus court. Bref, tout change, tout est en mouvement, tout est en transformation. Et en fait, pour réussir, pour garantir le succès de cette transformation, eh bien, il est essentiel que les managers se portent bien, soient engagés, soient performants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils constituent le relais entre les décisions qui sont prises au niveau de la direction, de la hiérarchie, et les équipes, les collaborateurs qui sont dans l'opérationnel. Et en fait, du coup, ils jouent un rôle de pivot et en fait de porteur, en quelque sorte, de cette transformation. Donc, ils sont critiques, ils sont clés. Et pourtant, ça pose un vrai souci parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les managers ne vont pas bien. Alors, qu'est-ce qui leur arrive ? Seulement 8% d'entre eux sont engagés, selon une étude Gallup de 2018. Donc, 8%, c'est dramatiquement faible, je dirais, sur la question de l'engagement des managers. Surtout qu'on demande en général aux managers un espèce de extra engagement. Absolument. Pour inspirer, engager un peu plus les collaborateurs et avoir un effet d'entraînement. En effet, donc, en fait, une population qu'on attend particulièrement engagée ne l'est pas du tout ou très peu. Et d'ailleurs, quand on pose la question sur l'attractivité du manager, en fait, on se rend compte que 79% des collaborateurs ne souhaitent pas devenir manager aujourd'hui. Donc, il y a un peu une crise, en fait, autour du management. C'est quelque chose qui n'attire plus. Les personnes ne veulent plus devenir manager. Les managers qui le sont
ne sont pas engagés. Et en fait, c'est justement lié à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire au changement de périmètre, à la transformation que vivent les entreprises. En fait, les entreprises comptent sur les managers pour se transformer, mais il faut qu'eux-mêmes se transforment dans un premier temps. Il faut qu'eux-mêmes changent, il faut qu'eux-mêmes évoluent. Et aujourd'hui, ils sont souvent dans une position, en fait, un peu entre le marteau et l'enclume. On leur demande énormément, comme tu disais, David, plus d'engagement, plus de performance. On leur demande d'être à la fois dans la stratégie, mais aussi dans l'opérationnel. On leur demande d'identifier, de recruter, de fidéliser les talents tout en étant eux-mêmes impliqués à 200%. Ça fait beaucoup. C'est parfois paradoxal. C'est changeant, c'est mouvant, et donc ça crée justement cette situation très inconfortable avec des managers peu engagés et avec une fonction qui attire beaucoup moins qu'avant. Alors en fait, effectivement, Leslie, on a une fonction qui presque n'a jamais été aussi importante dans les organisations et qui n'a jamais aussi autant été questionnée avec une quête de sens, un repositionnement qui questionne, des générations au travail qui ont des attentes sur lesquelles la méritocratie, on va dire concrètement, demande aux managers de trouver leur place et de justifier aussi leur place. Donc, il est vraiment clé dans les organisations, dans vos organisations, de trouver une manière d'avancer sur ce sujet pour concrètement améliorer l'engagement, la place, la position de ce manager, ce rôle-là et sa contribution, puisqu'on a vu qu'il avait plusieurs contributions. Clairement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mouvoine et Zest vous propose un chemin et c'est l'objectif de ce webinaire, c'est d'explorer cette transformation accompagnée qu'on aurait le plaisir de faire avec vous. Alors, cette transformation, elle repose sur une idée simple. On aurait pu appeler ce webinaire « Comment sauver le soldat ou le sergent manager » avec son rôle effectivement de proximité, comme tu l'as évoqué, Leslie. Il est important de noter qu'on a beaucoup parlé de l'expérience collaborateur et on n'a peut-être pas parlé suffisamment, en tout cas, de l'expérience manager. Il faut savoir que l'expérience collaborateur, comme pour l'expérience manager, c'est de s'adapter aussi à qui on cible dans le but d'améliorer son vécu dans l'entreprise pour qu'il soit plus épanoui, plus performant. Et donc, il est vraiment important de prendre en considération les spécificités, la criticité qu'on évoquait dans cette crise, un petit peu ces états d'âme qu'on évoquait sur la position de manager. Et pour ça, on a en fait deux objectifs sur cette expérience manager qui sont particulières. C'est oui, d'essayer de trouver les clés pour épanouir davantage sur ce rôle-là clé dans l'entreprise et de retrouver cette attractivité, ce sens. Et notre conviction, c'est qu'il n'y a peut-être pas plus beau métier quelque part au rôle d'organisation que manager, et, dans son côté justement d'impact sur l'opérationnel, de développement de ses équipes, d'accompagnement, et aussi bien entendu de justement qu'il évolue vers cette posture qui est une transformation qui est parfois encore en cours ou juste naissante, d'une posture de commande-contrôle du manager assez hiérarchique dans ses manières de faire, dans sa posture, dans le pouvoir et le droit qu'il a quelque part dans une équipe, à une posture de coach, d'accompagnateur, qui donne un cadre. Un coach donne un cadre, un coach sélectionne une équipe, un coach aide à grandir, et c'est aussi une attente très très forte des collaborateurs. Donc c'est pour nous un deuxième élément clé, qui est de travailler sur des mises en situation, sur des outils, des rituels qui vont l'aider à se mettre en position de manager coach. Et puis, in fine, et tu le rappelais très justement, le manager, il est presque plus que les autres jugé sur la performance opérationnelle, notamment de ses équipes. Et donc, il faut que ça ne soit pas juste une espèce de quête d'un bonheur absolu, pourquoi pas d'un paradis au travail. Non, il faut que ça se matérialise par effectivement des résultats qui sont l'effet et non pas la cause. Et donc, il faut travailler sur cet épanouissement et ce rôle de coach. Absolument. Alors du coup, tu vas nous présenter un peu les trois clés qu'on va proposer aujourd'hui, David. Exactement, c'est un peu... Alors, c'est un chemin qu'on vous propose. Ouais. Les trois clés se combinent et c'est un peu comme une espèce de super serrure d'un coffre-fort où vous allez avoir trois clés qui vont ouvrir ce coffre-fort. Alors, il n'y a rien de magique, c'est quand même beaucoup du bon sens et c'est issu, bien entendu, de nos solutions et de nos retours d'expérience. La première clé, c'est... Et ça commence par là, parce que derrière l'expérience collaborateur ou manager, il y a ce parallèle avec l'expérience client, et donc qui est de partir de l'audience, de la cible, du but, qui est le persona qu'on va adresser, donc là en l'occurrence le manager. Donc il faut
vraiment spécifiquement que vous développez cette intelligence de comprendre ce qui engage le manager, quelles sont ses craintes. La deuxième clé, c'est sur cette base-là, et pour l'aider aussi à aller dans le côté très concret du manager coach et pas du manager commande-contrôle, c'est de pouvoir diffuser des nouveaux rituels qui vont incarner, qui vont mettre en scène, qui vont rendre quotidien ce rôle de manager coach. Et puis, pour l'aider à accompagner ce changement, cette transformation, notamment de posture, de compétences, il va falloir aussi travailler sur cet accompagnement personnalisé dans ce développement. Ce n'est pas juste avoir des données et mettre des processus en place. Il faut aussi accompagner le développement de nouvelles compétences, et notamment des compétences soft skills que tu vas détailler. Absolument, c'est très bien résumé. Et comme disait David, ça permet en fait de proposer ce focus particulier sur le manager qui, mine de rien, n'est pas un collaborateur comme les autres, qui a des attentes très spécifiques qui pèsent sur lui et donc il peut pas en fait être traité à la même enseigne que tout le monde, sinon c'est pas cohérent en fait avec les attentes. Et à un moment, il faut mettre les moyens aussi en adéquation avec les attentes. Et quelque part, c'est reconnaître leur importance. Absolument. Si le manager reçoit que des questionnaires, entre guillemets, collaborateurs en général, et qui n'est qu'une population qu'on analyse à part, et si on ne lui pose pas des questions spécifiques, quelque part, on ne lui montre pas qu'il est important et qu'il a justement ses spécificités. Tout à fait. Alors, on va d'abord commencer par vous demander un peu ce que vous en pensez avec un sondage. Comme on vous l'a dit en début, on va essayer d'être le plus collaboratif possible cet après-midi. Donc, aujourd'hui, on va commencer par vous poser une question qui est: est-ce que vous mesurez, vous, dans votre entreprise, les leviers d'engagement de vos managers? Alors, je vais tout de suite rendre le sondage disponible. Il doit s'afficher sur vos écrans et en fait, nous, on va pouvoir voir les réponses en direct avec David et les commenter. Alors, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à ce sondage et on vous demande donc, est-ce que vous mesurez, bien sûr, à échéance très régulière, les leviers d'engagement de vos managers? Est-ce que vous le faites plutôt ponctuellement, une fois par an ou 2 fois par an lors de l'enquête annuelle d'engagement? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie des indicateurs que vous prenez en compte et que vous mesurez? Voilà, donc on voit les jauges augmenter. Et les réponses sont anonymes, donc dites-nous la vérité. Absolument, on ne sait pas qui répond. Et du coup, vous pouvez y aller, vous pouvez répondre sans crainte. Et ensuite, on va regarder et puis on va voir aussi si nous, c'est plutôt cohérent avec ce qu'on voit chez nos clients et ce qu'on observe. Donc, en général, c'est assez représentatif, ces sondages. C'est pour ça que j'aime bien les poser pendant les webinars. Voilà, on vous laisse encore 5 secondes si vous souhaitez nous apporter votre réponse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on voit qu'à échéance très régulière, eh bien, c'est l'exception. Seulement 6% d'entre vous. Ça, tu vas trouver ça certainement intéressant. Oui. Enfin, ça représente... Enfin, vous avez, je pense qu'on est statistiquement représentatif là sur ce que nous on constate aussi. Hein. Ouais, donc seulement 6% mesurent à échéance très régulière les leviers d'engagement des managers. 43%, donc quasiment un peu moins de la moitié d'entre vous, le mesurent une fois par an. Dans l'enquête d'engagement général. Voilà, dans l'enquête d'engagement général. Et par contre, 53%, donc la majorité, nous dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que vous mesurez. Nous, on pense que c'est une opportunité manquée, alors on va vous expliquer tout de suite pourquoi. Oui, enfin, si on est d'accord sur le diagnostic de départ, en disant que c'est important et ils ne vont pas très bien, je pense que vous avez un élément de réponse. Et c'est clair que ce côté de l'intelligence, on va dire, y compris de la perception, devient de plus important. Pour nous, c'est un principe, on dit toujours et très souvent, le management doit se baser sur des faits et donc rien ne vaut des euros, des kilos ou des unités produites, par exemple. Mais la réalité, c'est qu'il faut considérer que les perceptions sont des faits. Quand vous avez un pourcentage significatif de collaborateurs qui est insatisfait, qui a des irritants sur un axe, ça devient une réalité opérationnelle. Ils sont en dessous de leur potentiel d'engagement, ils sont en dessous du potentiel de productivité, de performance, de créativité. Et donc, c'est une réalité. Sauf si vous me dites, bien entendu, nous, on a des robots et on a des algorithmes qui font tout. Bien entendu, c'est important de prendre ce point-là. Donc, premier élément, un message important, les perceptions sont des faits, le management c'est basé sur les faits, donc il faut faire du management sur la perception. Et donc, la perception dans le cadre des managers, mais aussi des collaborateurs, mais spécifiquement dans cette segmentation, ce ciblage, on l'a vu pourquoi il était important de le faire, c'est que ressentent spécifiquement vos managers par rapport à ce que vous attendez d'eux. Pas seulement comme un collaborateur lambda, mais spécifiquement par rapport à ce rôle-là que vous attendez et que vous avez construit avec eux et pour eux. Quels sont leurs besoins prioritaires? Quels sont les irritants sur lesquels il va falloir vraiment agir pour les mettre
dans un bon mindset. Quelles sont les suggestions sur lesquelles ils vont vouloir vous proposer des nouveaux axes sur lesquels vous n'avez encore pas travaillé suffisamment? Et puis, sont-ils collectivement, parce qu'il y a une notion de collectif managérial, on parle de solidarité managériale, en disant, voilà, on ne doit pas se dédier, on doit rester aligné. Mais est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce qu'il y a cet alignement, cette confiance dans la stratégie, dans la manière que l'entreprise fonctionne aujourd'hui? Si vous ne savez pas répondre à ces questions, vous êtes dans le brouillard sur quelque chose qui est très important, qui est votre courroie, on va dire, de management dans vos organisations, n'importe où, sur n'importe quel métier dans votre organisation. Donc, vas-y. Non, vas-y. Donc c'est pour ça que c'est important de décrypter ça. Et je crois que tu as une grille sympa à nous proposer. Exactement. Alors nous, donc, comme vous le savez, chez MoveOne, on travaille pour accompagner les managers avec du coaching. Et donc, on a la chance d'avoir une communauté de coachs qui nous produisent énormément de contenu sur comment être plus efficace, plus performant, plus connecté avec soi, en fait, dans sa pratique quotidienne au travail. Et il y a une grille, moi, que je trouve extrêmement utile et que j'utilise d'ailleurs dans mon quotidien et que je vous présente parce qu'elle peut être aussi très utile justement pour les managers de vos entreprises. C'est la grille du CPE. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent déjà, mais petit rappel pour ceux qui la connaissent et j'espère découverte pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. En fait, la grille du CPE, c'est un outil de diagnostic qui permet de faire face à un besoin de changement, que ce soit un besoin de changement subi ou voulu. Et il permet de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait quand une personne n'adhère pas au changement, ne prend pas la place qu'elle doit prendre. Et donc, ça permet de décrypter justement quel est le problème, pourquoi l'engagement n'est pas là ou alors pourquoi il est là dans le meilleur des cas. Le premier point du CPE, en fait, c'est le c'est. Est-ce que je sais faire ce qu'on me demande? Est-ce que je sais être à la hauteur des attentes qui pèsent sur moi? Est-ce que je sais être un bon manager? Est-ce que je sais, comme tu le disais, adopter une posture de manager coach? Voilà, ça c'est la première question qu'on peut se poser. La seconde, c'est est-ce que je veux? Est-ce que je veux le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai la motivation suffisante pour le faire? Et la dernière, c'est est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable, en capacité? Alors, ça peut être d'un point de vue outil, ou alors ça peut être plutôt d'un point de vue est-ce que je me sens capable ou est-ce que j'ai un frein qui m'en empêche de faire ce qu'on attend de moi? Donc, sur le point de vue du c'est, on est purement sur de la compétence. Donc là, soit je sais, soit je ne sais pas. Si je ne sais pas, il faut me donner les moyens, donc il faut m'aider, m'accompagner, me donner les outils pour acquérir la compétence, pour que je puisse justement réagir et agir de la manière dont on peut l'attendre. Si je peux juste ajouter quelque chose, on a constaté chez certains de nos clients que c'était à la fois le fait de savoir faire ce qu'on attendait, mais parfois même, est-ce que j'ai compris ce qu'on attend de moi? Absolument. Qui peut être, qui est déjà le début. Si on n'a pas ça, on peut même pas. Avant même de rentrer dans la matrice, tu as raison, tout à fait. Déjà, est-ce que j'ai compris? Ensuite, est-ce que je suis en compétence de faire? Deuxièmement, est-ce que je veux? Là, ça va vraiment être la question de la motivation. Donc, derrière la question de la motivation, c'est est-ce qu'on a bien donné le sens? Est-ce qu'on a expliqué? Est-ce qu'on a contextualisé? Voilà, toutes ces raisons-là peuvent faire que du coup, je ne veux pas, je me braque parce qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas contextualisé. Et le troisième, c'est est-ce que je peux? Est-ce qu'on m'a donné les moyens, tout simplement? Est-ce que j'ai les bons outils? Par exemple, typiquement, on me demande d'être un bon manager, d'être proche de mes collaborateurs. Est-ce que j'ai les outils pour comprendre ce que mes collaborateurs vivent au quotidien? Est-ce que j'ai les outils pour avoir une posture de manager coach, etc., etc. Et en fait, ces trois briques-là nous permettent vraiment justement d'identifier ce qui peut être bloquant et ce que tu disais à l'instant, David, ce qui peut être irritant, ce qui peut être un frein pour justement libérer un peu le potentiel individuel et collectif des populations managériales, ce qui est, comme on l'a vu, absolument critique pour la transformation des entreprises. Donc, cette grille, elle est effectivement très intéressante parce qu'on peut se l'appliquer sur plein de sujets. C'est presque du développement personnel. Ça me fait penser à l'Ikigai, où on se pose la question de ce qu'on veut faire, de ce qu'on aime faire, de là où on est bon et de là où on est payé le plus possible aussi. Non, mais je pense que c'est ça. Et c'est vraiment une intelligence collective qu'il faut développer dans nos organisations respectives pour comprendre justement quels sont les leviers d'action. Et ça passe notamment avec nos clients de se mettre vraiment en action concrètement, de sonder régulièrement les managers pour piloter ça. On a proposé au travers de notre solution qu'on appelle l'engagomètre pour répondre à cet enjeu, une grille, une table de mixage qui vous permet de savoir quels sont les leviers, les axes sur lesquels l'engagement va se
se construire. Ça va être les relations avec mes collègues, ça va être la relation avec mon propre management, les managers de managers, ça va être l'alignement avec l'entreprise, ça va être les conditions de travail, ma carrière, par exemple. Donc, dans cette table de mixage, vous allez avoir une espèce d'évolution et une photographie qui va justement évoluer en fonction des actions d'amélioration que vous allez faire pour voir comment les managers, justement, se situent. Et vous allez pouvoir, ce qu'on appelle forer, analyser plus précisément. Par exemple, là, dans la petite image que vous voyez, il y a un sujet sur la carrière, le reste va bien. Et quand on regarde sur ce qui ne va pas, eh bien, sur cette population de managers, puisque c'est une population spécifique étudiée ici, eh bien, on voit qu'il manque peut-être de support concrètement de l'équipe RH, donc un accompagnement, entre guillemets, un peu personnalisé, donc c'est un peu le guichet qui répond pas très présent, et aussi sur la partie formation, où peut-être ça manque de formation personnalisée sur la posture de coach qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc c'est aussi simple que ça. Ce genre de tableau de bord, cette analytique, ce tableau de bord basé sur de l'information des ressources humaines, c'est quelque chose de très opérationnel, en temps réel, qui vous aide concrètement à agir et à monitorer si vos actions apportent leurs fruits. Ouais. Donc voilà, on arrive à la fin de la première clé, donc sur vraiment analyser les leviers d'engagement des managers. Et on passe du coup à la seconde. À la deuxième clé. Exactement, souvenir. Alors la deuxième clé, donc c'est diffuser justement les nouveaux rituels de management. Et on va encore une fois en profiter pour vous poser une petite question. Donc on va vous demander en fait, est-ce que vous déployez de nouveaux rituels de management dans votre entreprise? Alors je fais tout de suite apparaître le sondage sur votre écran. Donc voilà, c'est un choix multiple, donc vous pouvez répondre à plusieurs questions à la fois. Est-ce que ce sont des choses que vous déployez dans votre entreprise? Donc je vous laisse répondre. Le partage de l'humeur au travail, les points réguliers entre managers et collaborateurs. Alors régulier, ça veut dire que c'est pas les points à mi-année et annuels. Hein, voilà. Absolument. C'est régulier. C'est rythme mensuel, par exemple. Voilà. Le feedback en continu qu'on peut à la fois demander ou recevoir. La reconnaissance avec une monnaie. Alors ça, tu vas nous en dire un peu plus aussi, David. Le fait de déployer des nouvelles pratiques managériales, peut-être qui ne sont pas citées là dans la liste non exhaustive, bien sûr, qu'on a proposée. Et aussi l'option non, on n'a pas déployé récemment de nouvelles pratiques managériales. Voilà, donc on vous laisse un peu prendre connaissance de toutes ces réponses. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de représentativité aussi de ce qu'on peut connaître habituellement. C'est très intéressant. Ouais. C'est du temps réel. Donc, ça bouge ça en bouge. direct, donc on est un peu fascinés. Et c'est bien parce que vous êtes plus nombreux à répondre. Voilà, donc ça veut dire qu'on a accueilli de nouveaux participants. Oui, donc, absolument. Merci de nous avoir rejoints. Absolument. C'est vrai on voit la jauge de participants aussi augmenter. C'est super. Allez, encore 5 secondes. Puis tu vas nous donner ton feedback un peu, David, très sur bien. Ce que tu en penses. Super. Alors, voilà, bien sûr, vous pouvez continuer à voter parce que c'est une statistique qui nous intéresse. Hein, vous êtes un échantillon intéressant, donc n'hésitez pas à continuer à voter. Alors, ce qui est vraiment au top du hit parade, c'est le point manager collaborateur régulier, et c'est vraiment une tendance de fond. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de l'entretien annuel et de son côté très frustrant et voire castrateur. Donc, et la réalité du business l'explique, voilà, et ça on le voit. Le deuxième qui est vraiment en deuxième position, c'est le feedback continu. Là aussi, c'est une tendance très forte actuellement. C'est vrai que c'est culturellement dans nos entreprises pas quelque chose qu'on a historiquement par rapport aux anglo-saxons développés. Et là, on sent qu'il y a une prise de conscience dans nos organisations, on va dire, créées en tout cas en France. Et puis, le moins utilisé pour l'instant, c'est sans surprise, je vais dire, la reconnaissance avec une monnaie virtuelle. Voilà, qui est une pratique là qui est vraiment assez nouvelle. Le partage d'humeur est quand même, qui est une nouvelle pratique, se développe, et tant mieux, 13% des répondants. Et vous n'êtes que, j'ai envie de dire, 8% à n'avoir rien fait encore. C'est rassurant. Ce qui est rassurant et ce qui est un bon signe, c'est-à-dire que l'innovation managériale, l'évolution, c'est un organisme qui évolue, qui s'adapte à son temps, et c'était très bien. Et vous êtes quand même 12% à avoir d'autres pratiques qu'on n'a pas citées ici.
Oui, tout à fait. Alors, tu vas nous en dire tout de suite un peu plus. Oui, parce que ces rituels, ils font référence à quelque chose qui est aussi important. On parlait de manager avec des faits. On manage aussi avec des actes. Le management, on dit il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, il n'y a pas de management, il y a des preuves de management. Et une preuve de management, ce sont des actes concrètement, qui se matérialisent par exemple par la réunion du lundi matin ou le point régulier qu'on évoquait. Et ces rituels managériaux sont des actes et sont des outils. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la représentation ou de la mise en scène, c'est vraiment des moments où on va, pour le manager, apporter cette valeur, le mettre en position très concrète de répondre à ce rôle de coach, comme on le voit sur la photo, de pouvoir faire grandir finalement les individus et son équipe. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont très importants. Et dans l'expérience manager, il faut que vous fassiez le design et que vous réfléchissiez en les embarquant, bien entendu, vos managers, qui réfléchir sur ces pratiques quotidiennes ou mensuelles ou régulières. Oui, absolument. Et donc, forcément, quand on parle de nouvelles compétences à acquérir, de pratiques nouvelles, de posture managériale, comme on évoquait sur la posture de manager coach, eh bien, il y a plein de questions qui se posent. D'abord, comment vous allez-vous, en tant qu'organisation, les rendre accessibles, ces pratiques? Et ce n'est pas simplement en les déclarant, en les affichant, c'est aussi en donnant le mode d'emploi. Concrètement, comment je le fais dans mon équipe, dans mon quotidien, avec mes collaborateurs. Parce que le but, c'est que ça vive, bien entendu, avec son propre manager. Et là, la responsabilité dans l'effet de diffusion de cascade du management des managers est très important, et bien entendu, dans son équipe. Et comment, quelque part, une fois qu'on a pris confiance, comme le petit garçon là, eh bien, comment on prend son envol et combien on diffuse ça à travers l'organisation. Absolument. Pour faire ça, eh bien, ce que l'on constate et ce que l'on fait avec grand plaisir et un certain succès avec nos clients, c'est de vous mettre à disposition une boîte à outils qui va tirer profit du digital. Attention, on n'est pas en train de dire que le digital remplace les rendez-vous et les contacts humains. Bien entendu, au contraire, il le stimule. On a des clients qui sont très contents d'utiliser ces rituels digitaux, y compris en ayant des équipes qui sont dans le même open space. C'est en fait une espèce de voiture balai, de rituel où on s'oblige quelque part à dire, bon, là, je prends du temps, déjà c'est important, à avoir ce rituel-là qui se met en place et d'utiliser les résultats de cette collecte, par exemple, d'informations, comme les humeurs hebdomadaires, comme les débriefings à la fin d'un sprint ou d'une période importante dans le fonctionnement de l'équipe, de pouvoir faire de la reconnaissance au FIDO. Donc, tous ces rituels, ils ont une utilité qui est importante et qui, en fait, est le début d'une conversation qui va être réelle, cette fois, d'un plan d'action, de choses très concrètes et très réelles. Il faut voir ça comme une boîte à outils qui stimule et qui enrichit la conversation et la mission du management. Et en général, ce que constate dans ces nouveaux rituels managers, si on regarde un petit peu plus globalement ce qui se passe, la première chose, c'est oui, on parle de performance, d'objectifs. Oui, on parle de compétences, et encore un peu plus, peut-être qu'avant, mais on parle aussi, et ça c'est nouveau, de l'engagement, de l'équilibre vie perso, vie professionnelle, donc deux dimensions qui sont liées au bien-être et puis sur des leviers d'engagement, des conditions de travail, pour s'assurer que l'organisation est claire pour la personne, pour justement, parce qu'on le sait de plus en plus et on le prend en compte, d'utiliser ces rituels pour améliorer notre capacité à avoir l'engagement le plus élevé possible. Ouais. Le comment, en général, les traits caractéristiques de ces rituels managériaux, ils sont agiles, donc ils sont dans des cycles assez courts, ils sont très liés au business. C'est par exemple, vous ne gérez pas une organisation, une équipe commerciale une fois par an. Vous faites des points toutes les semaines et vous avez des closings souvent tous les trimestres ou tous les mois. Et donc, c'est se caler sur cette agilité du business. La deuxième, c'est que en plus de s'être calé avec le business, c'est d'être aussi à la demande, c'est quand c'est nécessaire. Il n'y a pas le côté, attendez, la campagne d'évaluation, elle commence le 14 avril et elle finit le 31 mai, et il n'y a pas à discuter, c'est pas avant, pas après. Donc, c'est vraiment quand on en a besoin. Et quand on en a besoin, ça peut être le manager, mais ça peut être le collaborateur. Et dans ces rituels, on voit un peu le centre de gravité qui bouge et qui s'équilibre en disant le collaborateur peut être prise d'initiative, j'ai besoin de le faire, et de quoi je veux parler, de l'agenda. Et c'est là où le manager, il n'est plus en position commande-contrôle, il doit maîtriser l'agenda, il est en position, je t'écoute, qu'est-ce qui est important pour toi, là où je peux t'aider. Et le dernier point, c'est que ces nouveaux rituels
parce qu'il y a aussi du digital, eh bien, ils amènent quelque chose qui n'était pas du tout dans les pratiques antérieures, qui est de la donnée, de l'information factuelle, qui va permettre pour un manager qui n'a pas de contact direct quotidien avec ses collaborateurs, d'avoir une photographie exhaustive, de permettre à des gens qui peut-être s'expriment moins bien dans un entretien, par exemple, parce qu'il y a une pression particulière, de pouvoir s'exprimer. On a des modalités, par exemple, d'anonymat ou à la carte qui permettent ça. Et donc, on va être à la fois sur du factuel, sur cette perception, et deux, on va pouvoir mesurer les évolutions dans le temps, ce qui est très difficile si on ne fait pas de mesure. Voilà, Absolument. donc ça, c'est un peu la cartographie ou le pédigré de ces innovations managériales qui mettent, vous l'avez vu, en scène le manager coach. Alors, en 2 mots, tu peux nous parler un petit peu d'une success story avec Decathlon? Oui, enfin, j'adore. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à aimer Decathlon. C'est un succès incroyable. Et l'un des éléments de succès, c'est l'autonomie qui a été donnée au magasin et à ce management de proximité dans ces magasins. Il y a un processus qui est vraiment colonne vertébrale obligatoire, et c'est le seul en RH, à part la paye, bien entendu, chez Decathlon, c'est ce point régulier où on met en scène justement cette récurrence on s'assoit, on fait un point préparé sur des thématiques qui sont les ressentis, les compétences, les objectifs et la contribution un peu transversale. Et on le fait régulièrement, là, tous les mois. On le prépare chacun de son côté, 15 minutes de préparation, à peu près 30-45 minutes d'entretien. On peut le faire avec le téléphone mobile ou avec une application complètement web. Et on a co-designé cet usage d'ailleurs avec eux. Et du coup, comme c'est un rituel qui s'installe et qui crée de la valeur, bien sûr, pour le manager coach, mais en premier lieu pour le collaborateur, pour qu'il soit plus performant et compétent, eh bien, il y a un taux de participation qui est très élevé. Et c'est vraiment là la matérialisation d'une pratique où le manager va dire comment je peux t'aider sur tes compétences, sur l'atteinte de tes objectifs. Et c'est un élément très important qui est lié au cycle du business qui ne peut pas être une fois par semestre ou une fois par an. Absolument. Donc, merci beaucoup pour cette deuxième partie donc sur ces nouveaux rituels. Alors, on enchaîne rapidement sur la troisième partie, la troisième clé en fait qu'on vous propose, qui est d'accompagner en fait les managers dans leur développement. Et on vous repose une dernière question pour aujourd'hui. On vous demande tout de suite si vous proposez déjà dans vos entreprises des accompagnements personnalisés à vos managers. Donc, je vous laisse nous répondre tout de suite en direct sur en fait le nombre d'entre vous qui proposent des accompagnements personnalisés dédiés à vos managers. Et on voit aussi là tout de suite en live l'évolution des jauges avec des retours hyper intéressants qu'on va commenter dans un instant. Je vous laisse encore quelques secondes pour nous répondre. Et cette question de la personnalisation est très très importante. On parlait de l'expérience client, le parallèle, il est sur les collaborateurs, il est sur les managers. Donc il est à la fois légitime d'attendre ça et plus performant de le faire, d'avoir une relation. La difficulté que vous allez avoir, c'est d'industrialiser cette personnalisation. Absolument. Et le fait d'avoir des données qui permettent de très vite passer du général au cas particulier en est un élément. Il y a un autre élément que tu vas nous présenter très concrètement. Tout à fait. Alors, on regarde tout de suite un petit peu les chiffres. Donc, je vois que 42% d'entre vous, 44% d'entre vous nous répondent que oui, les managers reçoivent un accompagnement individualisé. C'est plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas tout à fait à la moitié. Il y a encore, bien sûr, une marge de progression. Pour 30% d'entre vous, tous les managers reçoivent le même accompagnement. Donc, vous avez imaginé, en fait, dans vos entreprises, des dispositifs spécifiques. Par contre, ils sont identiques pour tous les managers. Et il y a quand même encore 24% d'entre vous pour qui, en fait, il n'y a pas d'accompagnement aujourd'hui spécial pour les managers. Donc, c'est intéressant de voir ces chiffres. On voit que la personnalisation, ça commence à rentrer quand même un petit peu dans les mœurs, mais qu'on a encore du chemin à parcourir. Alors, rapidement, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est rappeler des chiffres. Alors, c'est des chiffres qui nous inquiètent, mais c'est aussi des chiffres qui nous donnent un petit peu à penser. Aujourd'hui, selon une enquête de Segos qui a été menée l'année dernière, seulement 61% des managers sont satisfaits de la manière dont leurs compétences sont développées. Donc, il y a quand même une grosse partie des populations managériales qui aujourd'hui considèrent ne pas recevoir le bon accompagnement pour faire au mieux leur travail et remplir au mieux leur mission. Il y a un autre chiffre qui nous intéresse aussi particulièrement chez Move One, parce que nous, on a une croyance fondamentale dans le potentiel de l'être humain et de l'individu. Pourtant, c'est encore quelque chose qui n'est pas exploité parce que 50% des salariés aujourd'hui français estiment que leur potentiel n'est pas vraiment perçu par leur employeur. Alors, s'il n'est pas perçu, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il n'est,
on capitalise pas sur ce potentiel, on ne développe pas ce potentiel, et donc ça crée, comme vous pouvez l'imaginer, et là on revient un peu au levier d'engagement, mais ça crée de la frustration, ça crée du désengagement, ça crée de la démotivation, et ça nous ramène au constat que seulement 8% aujourd'hui des managers sont engagés, donc c'est extrêmement problématique. Ça crée un formidable plafond, on a l'impression qu'on peut jamais progresser, quoi. Absolument. Donc c'est très problématique aujourd'hui. Du coup, nous, on est vraiment convaincus que si on veut redonner une croyance dans le potentiel des managers, si on veut leur redonner confiance en fait dans l'accompagnement qu'on peut proposer, parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage, l'information est partout. Il suffit de se connecter sur Google pour faire un MOOC, pour regarder un TED Talk, pour lire un article. Donc, quel est le rôle en fait des RH dans tout ça, hein? C'est une autre question, mais c'est une question quand même très intéressante à poser. Comment les RH proposent une expérience qui est différente pour les managers et pour les collaborateurs plus largement, de vraiment leur donner ce dont ils ont besoin et pas seulement ce qui est disponible. Nous, on pense que c'est en proposant des mesures d'accompagnement qui soient profondément adaptées aux besoins des managers. Et en fait, on envisage les managers de deux manières. D'abord, on les envisage de manière collective, et c'est pour ça que je vous ai posé la question de est-ce que vous avez quand même un accompagnement dédié aux managers, mais qui est le même pour tout le monde? Il y a quand même une réalité, c'est la population managériale. On l'a évoqué un peu plus tôt, la solidarité managériale. Il y a cette population-là. La solitude, des fois, les managers. Parfois, la solitude, absolument. Donc, il y a quand même ce côté de groupe, les managers d'une entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et en fait, très souvent, on se rend compte, et d'ailleurs, on a écrit un article là-dessus avec Hugo sur cette solitude de l'open space qu'on peut ressentir parfois, on se rend compte qu'il y a un peu un abandon, on n'ose plus demander, on n'ose plus parler, on n'ose plus communiquer, on se renferme parfois sur soi, et donc on ne capitalise pas sur l'intelligence collective qui est pourtant un levier de performance extraordinaire et, soit dit en passant, un levier d'épanouissement très fort. Et donc, en proposant des solutions d'accompagnement qui intègrent cette dimension intelligence collective, eh bien, on favorise l'échange, on favorise la collaboration, on crée du lien, on désilote, et on permet aux managers d'apprendre les uns des autres et de grandir ensemble. Nous, chez MoveOne, on a une solution de co-développement qu'on a digitalisée qui permet d'atteindre justement ce côté intelligence collective. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un levier à activer très important pour proposer un accompagnement qui soit adapté aux besoins individuels. Nos clients, par exemple, sur la partie des informations sur les managers, font du co-développement en alimentant on va dire, ces espaces de dialogue et de construction au sein des managers, avec les données, justement, pour pouvoir échanger sur les pratiques, sur les solutions pour répondre à un challenge, à une situation. Bien sûr, une fois qu'on a les données, on les exploite encore plus intelligemment, donc c'est excellent. Et le deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est bien sûr le développement individuel. Là, en fait, c'est une forme de responsabilisation. C'est de dire aux managers, on vous entend, on comprend que votre situation aujourd'hui, elle est très compliquée. Vous êtes un peu, comme on l'a vu plus tôt dans ce webinaire, entre le marteau et l'enclume, des attentes de la direction, des attentes de vos équipes, votre légitimité remise en question. On entend. Maintenant, on vous propose de vous développer, mais par contre, il va falloir bosser. Il va falloir un petit peu vous responsabiliser vous-même en tant qu'individu et vous dire, si on me donne les moyens, qu'est-ce que je peux faire pour lever les freins et les croyances qui me limitent, me remettre en question, m'ouvrir à de nouveaux outils, etc., etc. Donc, il y a une forme de donnant-donnant. L'entreprise, en fait, prend la conscience que les managers ont besoin de cet accompagnement, les valorise à travers ça, et en échange, en quelque sorte, on attend une volonté de se remettre en question et de faire un travail sur soi d'évolution et de progression. Donc, moi, je vais vous parler rapidement d'exactement cet exemple qu'on a développé chez Engie GBS et qui a permis d'accélérer la performance managériale. Alors, le contexte en 2 mots. Engie, vous le savez, c'est une entreprise en pleine mutation qui traverse beaucoup de transformations différentes et avec des managers, et particulièrement chez Engie GBS. Alors, Engie GBS, c'est la BU en fait, des fonctions support du groupe Engie, avec des managers chez Engie GBS qui sont sursollicités, qui doivent, comme on le disait, à la fois répondre à des enjeux opérationnels, mais aussi du management, bien sûr, de leurs équipes, etc., de monitoring de la performance. Et donc, avec ces managers sursollicités, Engie a adopté une méthode toute particulière pour développer une solution d'accompagnement personnalisée. Ils ont d'abord voulu repartir des managers et ils sont allés leur poser des questions, les écouter, les questionner et leur demander en fait qu'est-ce qui vous manque, de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien dans vos fonctions et arriver à plus de performance. Ensuite, ils ont identifié quels étaient ces besoins, ils les ont qualifiés et à partir de cette identification-là, ils ont proposé des solutions responsabilisantes en donnant du sens, en disant voilà, on vous a entendu, on a compris que vos enjeux c'était ça, ça et ça, on vous propose des solutions,
qui ont du sens pour vous et qui vous replacent en fait au cœur de votre développement individuel. Alors concrètement, le dispositif, ça a été à la fois de faire des journées en présentiel pour l'ensemble des managers, ensuite de les splitter en petits groupes de co-développement, et enfin de leur proposer une brique de coaching digital pour travailler, comme je le disais, sur un peu les motivations individuelles, les freins et les croyances individuelles, et vraiment coller au plus près des besoins des managers. Et donc, comme je le disais à l'instant, c'est un dispositif très complet qui prend en compte à la fois les besoins de la population managériale, mais aussi des individus dans leur singularité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 managers qui ont pu bénéficier de ce dispositif et que, évidemment, ils en redemandent. Les taux de satisfaction sont excellents et on constate vraiment un changement, d'après nos clients, de posture et de bien-être et de développement, en fait, au sein du groupe NJGBS. Voilà ce que je voulais vous présenter un petit peu sur un peu un succès qu'on a pu rencontrer qui mélange justement cet accompagnement collectif et individuel. Alors, on arrive déjà presque à la fin de notre webinaire. On va conclure en 2 mots. Placez les managers au cœur de votre succès. On vous a proposé 3 clés. On revient rapidement sur ces éléments. Donc, c'est un challenge qui est vital pour l'entreprise. On l'a vu, les managers sont au cœur de la transformation. Ils ont besoin d'être pris en compte, d'être accompagnés. C'est une opportunité pour les RH, comme tu le disais, David, de créer cette expérience manager qui va au-delà de l'expérience simplement collaborateur. Oui, enfin, c'est une opportunité incroyable pour les RH. Tu posais tout à l'heure la question du rôle de la RH. Bien sûr. Il faut être metteur en scène, il faut être designer de ça, il faut être accompagnateur de cette transformation, orchestrateur, amplificateur. Donc, et ça, c'est vraiment une activité très, très intéressante sur laquelle vous avez effectivement à votre disposition ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ce cercle vertueux qui a mis en scène nos différents usages. Écouter. Parce que on peut difficilement designer une expérience personnalisée, comme tu l'as montré chez NJGBS, qui est d'ailleurs un client commun. Il va falloir qu'on connecte les deux, parce que ça va vraiment être très intéressant. Ouais. Et donc, effectivement, c'est j'écoute, j'identifie les besoins, l'actualité, là où c'est le plus, on va dire, nécessaire et important. Parce qu'il faut, il faut un ROI quelque part de vos initiatives et de vos investissements sur l'accompagnement et sur la formation. Donc, autant que ce soit sur les éléments les plus attendus, les plus importants. Le deuxième élément, c'est ce qu'on a évoqué, c'est que cette écoute active et continue, pour comprendre effectivement cette transformation, il faut la mettre en scène dans la réalité quotidienne des équipes et du business, et c'est avec ces rituels managériaux. Et pour que ces rituels du management soient effectivement les plus performants, et donc quelque part que les managers se les approprient et les mettre en œuvre de manière à la fois avec confiance, avec une démarche de progrès, et donc en acquisant des nouvelles postures, des nouvelles compétences, eh bien il y a cet accompagnement personnalisé qui doit être fait, en particulier sur des choses qui ne sont pas que théoriques et que techniques, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est comment gérer la communication non violente, parce que des fois, il y a des situations. Donc, c'est vraiment les soft skills, sur lesquels on parle beaucoup des soft skills un peu à tout va, mais s'il y en a un, entre guillemets, rôle où c'est vraiment important, c'est le manager. Absolument. Si ça te va, David, on passe tout de suite aux questions, parce qu'on est déjà time out, en fait, donc je te propose qu'on... On a fini presque. Voilà, on a presque fini, mais on va tout de suite prendre vos questions. Donc, on en a eu beaucoup tout au long du webinaire. Donc là, je vois une question de Angie qui nous demande quelles sont les attentes d'un bon manager pour les dirigeants aujourd'hui. Intéressant. Ouais, c'est très intéressant et effectivement, quand je parlais de s'intéresser à la relation manager et manager de manager, c'est clé. Il faut effectivement dissocier, je pense, les leaders des managers. Les leaders sont vraiment, on va dire, dans une fonction principalement d'orienter, de donner d'une inspiration, de travailler sur des équations qui sont plutôt sur du moyen terme, qui vont mobiliser à la fois des gros moyens. Et c'est vraiment leur rôle, et de créer des conditions de succès quelque part de l'ensemble de l'organisation. Dans ce cadre-là, par rapport à ça, clairement, le manager de proximité, il attend une espèce d'osmose par rapport à son rôle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir des injonctions paradoxales. Concrètement, si vous dites que les managers doivent être hyper empathiques et à l'écoute de leurs collaborateurs, et que les leaders font l'inverse, il va y avoir une... Donc ça, je pense que la deuxième, avec le côté inspiration, stratégie, c'est
donnez-moi un alignement avec ce que vous me demandez pour qu'on soit en osmose et qu'il n'y ait pas d'injonction paradoxale. Bien entendu, l'autre attente importante, c'est de pouvoir, quand ils ont identifié, qu'ils ont fait leur boulot d'analyse, de remontée, d'action et qu'ils ont des limites ou des opportunités importantes, eh bien, il faut que les leaders soient là avec eux pour aller un cran plus loin, pour trouver une solution, par exemple, quand c'est nécessaire, investir quand c'est nécessaire, par exemple. Donc, il y a donner un cadre inspirant de la stratégie, éviter la dissonance ou les injonctions paradoxales par rapport à ce que vous attendez de manager, et puis donner le coup de main qui va quand c'est un élément stratégique ou particulièrement structurant. Ouais. Pour compléter cette réponse, je pense que le rôle du manager est en train d'être réinventé. Parce qu'en fait, il y a eu aussi il y a toujours d'ailleurs, et c'est intéressant, toutes les discussions sur l'entreprise libérée, le fait de dire, eh bien, en fait, on arrête avec la hiérarchie, on casse tout le monde est au même niveau, il n'y a plus de manager, il n'y a plus de hiérarchie, c'est la collaboration, etc. Cette vision un peu utopique, alors qui peut fonctionner dans certains cas, qui vient challenger justement ce que tu disais plus tôt, David, sur le command and control. Comment on réinvente en fait un manager qui a sa pleine place dans l'entreprise, sans pour autant rester dans un modèle qui est maintenant désuet, qui ne correspond plus aux attentes et qui était vraiment juste du pur monitoring de la performance, sans empathie, sans inspirationnel. Et donc, il faut trouver cet équilibre. Et je pense que cet équilibre, il est propre à chaque entreprise. Et c'est à chaque entreprise de se faire son idée de son modèle managérial qui ne sera pas forcément réplicable ailleurs. Et c'est très bien. Et ça va être son identité, sa personnalité. Et c'est à travers aussi l'écoute des salariés et des managers qu'on va en fait extraire la culture, la comprendre et ensuite donner les outils pour l'accompagner de la meilleure façon possible. Alors, plein de questions. Plein de questions. Donc, Charline qui nous demande comment faire lorsque le leader dépasse le manager dans l'accompagnement de l'équipe. Waouh, intéressant. Alors là, c'est justement ce que tu disais sur la distinction entre leader et manager et parfois des rôles qui se confondent un petit peu. Ouais. Alors, dépasser, ça peut avoir plusieurs définitions. Enfin, je peux le comprendre de deux façons au moins. Il y a le côté ingérence, où parfois les leaders font du micromanagement et court-circuitent en infantilisant quelque part leurs équipes et en particulier le manager, en le court-circuitant. Donc là, j'ai vécu ça dans des organisations, c'est particulièrement dévastateur. Et puis, il y a le côté rôle modèle, où effectivement, le manager de manager, le leader aussi, a une exemplarité dans ses pratiques. Et ça, c'est extraordinaire. Et genre, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qu'il faut, c'est lui donner et leur donner un rôle d'effet boule de neige, de dynamique, pour montrer l'exemple. Et il est clair qu'on parlait d'injonction paradoxale. Si vous êtes au-delà de ça et si vous êtes vraiment sur l'exemplarité, vous allez avoir un effet booster dans la transformation, puisque par effet miroir et par aussi rapport de force, entre guillemets, les collaborateurs, les managers se calent aussi sur l'exemplarité des leaders. Donc voilà. Tout à fait. Et voilà, et je pense que c'est vraiment faire la promotion et les rendre dans un rôle de pédagogue, de promotion des bonnes pratiques managériales, si vous avez des leaders qui, naturellement, walk the talk de manière exemplaire. Ouais. On va terminer avec une dernière question de Jocelyne qui nous demandait comment, en fait, on prépare les managers justement à devenir manager. Et ça, je pense que c'est une question qui est vraiment très intéressante. Alors, évidemment, il n'y a pas de règle pour tout le monde, mais il y a quand même un constat qui est souvent fait, c'est qu'on donne parfois aux managers ce rôle parce qu'ils ont été des très bons experts ou des très bons opérationnels. Et pour autant, on oublie qu'en fait, la compétence et l'expertise n'a rien à voir ou peut avoir avec la capacité à être un bon manager. Et que justement, aujourd'hui, ce qu'on attend du manager, ce n'est pas « je suis le meilleur expert, donc je manage mon équipe », mais c'est plutôt « je comprends, j'écoute, j'accompagne, je coach, je fais grandir, je fais évoluer ». Et c'est là, en fait, où ce qu'on disait tout à l'heure, David, c'est sur les soft skills, à tout son sens, c'est de se dire, en fait, pour être un bon manager, je n'ai pas besoin d'être le plus fort ou le meilleur de mon équipe en termes de hard skills, en termes de connaissances techniques. En revanche, je dois m'illustrer, je dois être exemplaire sur la partie soft skills. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à développer, qui demande un accompagnement qui est complètement différent. Et c'est pas en allant suivre une formation d'une journée ou en complétant un cours de e-learning qu'on va pouvoir développer ces soft skills de manière suffisante pour être un bon manager. Et c'est là où réside, je pense, toute la complexité de ce métier qui est un très beau métier, mais qui est un métier très difficile. Oui,
et je vous encourage d'ailleurs, sur ce sujet des nouveaux managers, des primo-managers, c'est d'avoir une démarche même un peu plus ciblée. On parlait d'expérience manager, on peut parler d'expérience des primo-managers. Oui, c'est comment on les détecte, comment ils sont mis en scène, on va dire, ou en selle au début. Et par exemple, il est très intéressant, on a, par exemple, dans les sondages que l'on fait sur l'engagement, on a la possibilité d'avoir des attributs qui permettent d'avoir la seniorité sur le poste. Et donc de pouvoir comparer, par exemple, les leviers d'engagement ou les irritants entre les managers primo-accédants, donc juste aux récemment managers, et puis ceux qui ont plus d'expérience. Et il est très intéressant parce qu'on sait tous, quand on fait une prise de fonction managériale, il y a des effets de nouveautés, de stress, de changement de posture que tu évoquais, de rôle, qui sont très importants. Et donc, souvent, les organisations sous-estiment ça ou font un petit peu ce qu'elles peuvent. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, surtout si vous avez beaucoup de primo-accédants et avec une promotion interne qui est dynamique, eh bien d'avoir des accompagnements un petit peu plus précis grâce aux données qui sont faites. Et les coachs, par exemple, qui peuvent interagir via MoveOne, vont avoir un agenda de discussion qui est un petit peu différent quand vous avez 20 ans d'expérience de management d'équipe, par exemple. C'est très juste et je te rejoins sur la segmentation de la population managériale. First-time manager, mais également manager de manager. Voilà, il y a plein de niveaux. On peut devenir manager fonctionnel. Il y a énormément d'évolutions et c'est effectivement, comme tu le disais, très important et très utile de prendre en compte ces spécificités-là. Il y a une petite question. Tu as dit que c'était la dernière, mais il y en a une qui vient d'arriver, qui est, je trouve, intéressante aussi sur le rôle du manager. Et c'est notamment, quel est notre avis sur l'importance, quelque part, aussi, non seulement de l'exemplarité, mais aussi de la capacité à donner des coups de main de proximité. Oui. Et ça, c'est très, très, très important. Je crois qu'il y a une espèce de méritocratie quand même, et la méritocratie, c'est pas seulement sur les hard skills, c'est aussi parce qu'on prend une décision courageuse qui va enlever un caillou qu'on a dans la chaussure d'une équipe et prendre ce courage-là quelque part et de le faire, et ça va avoir un vrai élément. C'est d'aider sur un acte de vente important où l'équipe a besoin peut-être d'un profil un peu plus senior, un peu plus management pour convaincre le client ou pour expliquer un certain nombre de choses. C'est des petites interventions très opérationnelles qui sont importantes et qui ne sont pas que sur le soft skills. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je pense, dénaturer complètement. Les extrêmes ne sont jamais tout à fait parfaits, même s'ils le sont sur le papier. Dans la réalité, c'est pas le manager qui n'est plus hard skills et qui devient complètement soft skills. Il faut avoir cette capacité d'intervention et cette légitimité. Moi, je suis frappé dans le management de mes équipes, par exemple, de l'importance de la légitimité, de la compétence. C'est pas simplement l'expérience, c'est d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des idées pertinentes. Et si on n'a pas cette compétence un peu métier, hard skills, eh bien, voilà, on est un peu déconnecté. C'est pas un pur coach extérieur, le manager. C'est quelqu'un qui est quand même dans l'équipe. Et ça se matérialise par des actes. Et l'acte qui est plutôt sympathique et qui en gère un effet très positif, c'est de donner un coup de main quand on a besoin pour un challenge ou pour un problème. Absolument. Donc, merci Stéphanie pour cette question. Voilà, on a bien dépassé le temps. On vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin et d'avoir posé ces questions qui sont si riches. Alors, on a nos emails qui sont affichés ainsi que nos téléphones. Si vous souhaitez continuer la discussion, on est à votre disposition, à la fois David et moi-même, pour continuer à échanger, à répondre à vos questions. Le replay de ce webinaire sera disponible. Il va vous être envoyé par email à la fin de cet événement. Partagez-le à ceux qui n'étaient pas là ou à ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. Absolument, n'hésitez pas à le partager. Et puis, en tout cas, nous, on est ravis vraiment de vous avoir accueillis, d'avoir pu, on espère, vous apporter les clés, vous proposer des éléments de réponse à la question du manager. Et on espère vous accueillir très bientôt lors d'un prochain webinaire. Et participer en devenant client à la communauté des clients MoveOne ou des clients Zest et en travaillant en particulier sur ce sujet. On en serait très heureux de développer le rôle et l'engagement de vos managers. Merci beaucoup, David. Merci, Leslie. Et puis à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.